We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. That was definitely an E-ticket. Roger, 0G, and I feel fine. I feel the liftoff. The clock has started. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, nouveau format on va dire, nouveau podcast. Vous allez pouvoir passer du temps à écouter ma belle voix, si tant est qu'elle soit belle, pour faire ce que vous voulez pendant que je vous parle d'espace, que je vais vous parler aussi d'aviation parfois, mais là aujourd'hui ça va être très espace. En tout cas, vous voyez un peu le setup qui sera amené à changer évidemment quand j'aurai un invité. Puisque j'ai tout prévu. Il y a de quoi avoir un invité, un second micro, etc. Il y a encore des choses à améliorer, mais vous pourrez bien sûr profiter des invités autant que de moi sur ce nouveau podcast spatial. Alors pour ce premier épisode, vu que j'ai pas d'invité et que c'est pas facile d'amener des invités à Annecy, pour être tout à fait honnête, et bien forcément, ça va être un podcast très solitaire. Mais je vous ai concocté pas mal de choses, on va parler de beaucoup de choses, et vous allez voir que on va essayer avec le temps d'arriver sur un format plus ou moins standardisé, avec des chapitres, avec des chroniques, des rubriques, on va dire, qui seront toujours à peu près timés de la même façon, de façon à ce que vous ayez votre petite dose d'espace. Alors j'allais dire hebdomadaire, c'est jamais facile à tenir, hein. C'est peut-être un peu ambitieux hebdomadaire, mais on verra, selon les invités, selon les sujets, selon ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors j'ai mon petit ordinateur avec moi qui résume un petit peu de quoi on va parler. On va beaucoup parler d'aldostérone, ce sera notre sujet principal. Aldostérone qui a fait un best-seller, hein, très honnêtement, un grand best-seller cette année en parlant de la conspiration d'Apollo. On va parler de son profil, on va revenir sur le livre lui-même auquel j'ai pu avoir accès. Et on reviendra aussi sur la folie médiatique qu'il y a eu depuis 24 heures, parce que j'enregistre ce podcast en samedi. Donc du coup, hier ou avant-hier, il y a eu l'article du Parisien qui parlait d'aldostérone. Et on va revenir aussi dessus. On va parler un petit peu de tout ça. De toute façon, on va rester calme, comme vous le voyez. Mais avant d'attaquer ce grand chapitre du podcast, qui sera le sujet principal, on va revenir rapidement sur des rubriques un peu plus courtes. Vous allez voir, ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours des petites rubriques courtes en début de podcast. Et puis après, on partira sur des choses un peu plus longues. Alors pour commencer, nous avons les retours de la dernière vidéo qui est sortie donc à Halloween. On est le samedi d'après aujourd'hui. Et évidemment, les retours sont déjà là. Beaucoup de retours positifs. Évidemment, beaucoup de gens qui n'ont pas forcément compris le format, puisque vu que c'était à Halloween, je me suis dit on va s'inspirer un petit peu de ce que fait Feldup qui est une chaîne que je regarde beaucoup et que j'aime beaucoup, même si je suis pas trop dans l'horreur. Et j'aime beaucoup ces formats findings, et du coup je me suis dit vu que la vidéo sort à Halloween, elle devait sortir l'année dernière, mais bon, vu qu'elle sort à Halloween cette année, on va tout retourner. Donc j'ai tout retourné de façon à ce qu'on puisse inclure Feldup dans ses réactions en tout cas dans la vidéo. Personnellement, je suis très fier de cette vidéo. C'est très rare que je dise ça, mais en général, je suis pas spécialement fier de ce que je fais. Là, sur cette vidéo, je me suis beaucoup donné, et c'est pour ça que j'ai été particulièrement déçu des vues, puisque actuellement, la vidéo a dans les 30 000 vues, ce qui est très peu pour une chaîne de ma taille, on va dire, et ce qui est très peu aussi au vu du travail que j'ai abattu, puisque ça fait plus d'1 an que je suivais ce dossier avec grande attention, et que je me suis donné à fond dessus, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, donc c'est sur Artemis. Alors, je vous dis, il y a eu beaucoup de retours positifs. La plupart sont positifs, comme toujours, hein. Dans les premiers jours, vous avez les retours positifs des abonnés, beaucoup de débats aussi, et c'est super sympa d'avoir des débats en commentaire, non seulement de les lire, mais aussi d'y participer aussi. Donc là-dessus, je suis très content comme d'habitude. Et ça change pas des vidéos habituelles. Là où ça change des vidéos habituelles, c'est bien sûr l'aspect SpaceX, puisque évidemment SpaceX est mentionné, vu qu'on parle d'Artemis.
c'était absolument incontournable que je parle de Boeing et pas de SpaceX. Enfin, ça aurait eu aucun sens. Il fallait que je parle du HLS et donc de SpaceX. Et SpaceX représente 25% de la vidéo, grosso modo. Un quart de la vidéo est sur SpaceX, et ça peut sembler beaucoup, mais en fait pas tant que ça, parce que dans la partie SpaceX, il y a peut-être la moitié de ces 25%, hein, la moitié de ces 25% qui sont sur la sélection de SpaceX, et donc le travail de la NASA. Donc en fait, au final, il reste peut-être 12% où, entre guillemets, je tape sur SpaceX, mais sinon, pas plus que ça. Par contre, la majorité des commentaires négatifs sont sur ce sujet-là. Et ça soulève un truc assez rigolo que j'ai remarqué depuis plusieurs années, où je reçois énormément d'insultes, énormément de menaces physiques et menaces de mort également, parce que je critique SpaceX. Je n'ai jamais eu, en je sais plus combien de temps, depuis combien de temps je suis aussi critique, on va dire, publiquement de SpaceX, peut-être depuis 2017, 2018. Je n'ai jamais eu une seule personne qui m'a reproché exactement la même chose pour d'autres entreprises. Que ce soit Boeing, parce que j'ai fortement tapé sur Boeing, y compris dans la vidéo Artemis. Que ce soit Virgin Galactic, j'ai fortement tapé sur Virgin Galactic et Richard Branson. Ou même Blue Origin, ça m'est arrivé, Jeff Bezos, ça m'arrive aussi très souvent. Personne me reproche. Je n'ai pas eu un seul message qui défendait ces entreprises-là. C'est systématiquement SpaceX. Je ne comprends pas. Enfin, j'ai une idée là-dessus, mais je vais peut-être pas m'étendre dessus. Alors sinon, on a eu aussi une news, c'est l'intérieur du Starship. On a eu quelques photos qui ont leak d'une maquette qui vient d'être, on va dire, dévoilée publiquement par SpaceX à la NASA. Et c'est intéressant, c'est la maquette de l'intérieur du Starship HLS pour les missions Artemis. Alors on n'a pas beaucoup de photos, on a quelques informations surtout textuelles, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que cette news est sortie quelques heures après ma vidéo. Alors, les photos et les plans intérieurs du Starship, c'est quelque chose qu'on attendait, et que la NASA aussi attendait, depuis plusieurs années, depuis en fait le contrat HLS, donc depuis environ 3-4 ans. Et là, il fallait qu'il tombe quelques heures après ma vidéo, où dans ma vidéo, je dis que, évidemment, on n'a toujours pas d'intérieur. Donc c'est assez comique. C'est comme s'ils avaient vu ma vidéo et qu'ils s'étaient dépêchés de faire ça. Évidemment que non, mais c'est assez rigolo comme coïncidence. Et ouais, ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire et ça m'a un peu déçu aussi d'un côté, parce que je me suis dit, ouais, c'est dommage. À 24 heures près, je modifiais ma vidéo et puis on était bon, quoi. Mais non, il a fallu que ça tombe vraiment juste après. Et puis voilà, sinon, non, il y a des très bons retours globalement. On a pu longuement discuter. Après, si vous êtes toujours un peu, on va dire, choqué, peut-être pris un petit peu de... Ça vous a crispé un petit peu que je parle de SpaceX et du HLS et des arguments que j'avance sur ce dossier-là. Surtout, n'hésitez pas à aller voir dans les sources. N'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez toutes les sources que j'utilise. Parce que, à part peut-être la conclusion de chaque chapitre et la conclusion générale de ma vidéo, tout ce que je dis, ce n'est juste... Je ne fais que rapporter des faits. Ce n'est pas une vidéo d'opinion, ce n'est pas un billet d'opinion. Si je faisais un billet d'opinion, on serait ici en podcast, etc. On ne serait pas dans une vidéo montée qui, en fait, est une enquête. Là, on est dans un contexte d'enquête, et en fait, tout ce que je vous dis là est dans la description, est en source. Vous pouvez aller vérifier vous-même les informations, parce que j'ai vu beaucoup de messages passer, très virulents d'ailleurs, sur mon compte, disant que, en fait, par exemple, par rapport aux accidents de SpaceX, j'avais ignoré les accidents du reste du secteur de l'industrie spatiale, que les chiffres de SpaceX étaient mis en avant, mais pas les chiffres de Blue Origin ou Boeing, etc. En fait, si vous étiez allé voir les sources, là je réponds directement à ces personnes-là, si vous étiez allé voir les sources, vous auriez vu qu'en fait, quand je donne ces chiffres, ce sont des chiffres comparatifs à l'industrie spatiale. Donc, SpaceX est, quoi qu'il arrive, au-dessus en termes d'accidents du travail par rapport à l'industrie spatiale. Alors après, on peut me dire, oui, mais SpaceX, ils ont beaucoup plus d'employés. Non, ça marche pas non plus, parce que les chiffres sont calculés au prorata de 100 employés. Donc c'est un nombre d'accidents pour 100 employés, grosso modo.
Donc concrètement, cet argument ne marche pas non plus. Bref, s'il vous plaît, allez voir les sources. C'est important quand vous voulez comprendre quelque chose ou mieux interpréter quelque chose, allez voir les sources, n'hésitez pas. C'est tout ouvert, c'est tout en description. Et ça, c'est important que je fasse ce travail de sourçage, justement pour pas être inattaquable, parce que je peux pas faire des vidéos parfaites, c'est pas possible, surtout une enquête, surtout sur de l'actualité qui bouge, évidemment. Mais par contre, au moins ça vous donnera des clés pour comprendre les choses, et comme ça, si vous m'attaquez après, vous m'attaquez sur des points bien précis que vous aurez pris la peine de vérifier avant. Voilà. Et je dis ça en toute cordialité, moi j'ai pas de haine contre vous. Franchement, moi j'adore débattre avec des gens qui sont pro SpaceX. J'ai plein d'amis qui sont pro SpaceX et des fois c'est rigolo de débattre du sujet. Bon, on parle pas que de ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez débattre dans le calme, je dis bien dans le calme, et sans attaque personnelle, ça me changerait un peu, n'hésitez pas. Vraiment, moi, mes commentaires, quand vous faites des commentaires pro SpaceX qui sont totalement respectueux et factuels, etc., sans me prêter des intentions, sans me faire des attaques sur mon bord politique ou quoi, il n'y a pas de souci, on discute. Hein. Moi, ça me dérange absolument pas. Au contraire, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et vous le savez, hein, si vous me suivez déjà sur Twitch, par exemple, vous savez que je suis toujours ouvert à la discussion. Et pendant cette enquête, en fait, qu'on a écrit totalement et monté totalement sur Twitch, vous pouvez toujours venir et pas de souci, on discute, quoi. Il n'y a aucun problème. Bref, passons au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'est le livre Navette Spatiale, qui est sorti chez Hachette Heroes. Alors, avec cet éclairage, c'est pas forcément fou. Si vous avez l'audio seulement, vous voyez pas. Mais on est sur un livre quand même assez massif, avec beaucoup d'informations. Mais du coup, oui, non, c'est un livre qui est extrêmement fourni. Il fait 350 pages, je crois. 400 000 caractères en termes d'écriture, que j'ai tout écrit moi-même, bien sûr. Et puis, bien sûr, des intervenants exceptionnels. Enfin, on a une préface de Jean-François Clairvoy, qui a fait 3 missions en navette spatiale, donc il sait de quoi il parle. Jean-François, qui d'ailleurs, j'espère qu'il m'écoute, je le salue si c'est le cas. Jean-François qui disait qu'il veut plus faire de préface de livres, parce qu'il a trop de demandes, en fait. Il a plus le temps de faire des préfaces de livres, donc il refuse ces projets-là. Sauf celui-là, parce qu'il parlait de navette spatiale et que c'est son bébé, quoi. Et ça, c'est super, ça m'a beaucoup touché. Donc Jean-François qui fait la préface de ce livre, mais qui a aussi participé sur d'autres parties, d'autres chapitres du livre. On a aussi Claude Nicolier qui a participé. On a aussi Charlie Duke, puisqu'on parlait de John Young. Donc Charlie Duke qui a marché sur la Lune, qui a participé au livre. Donc ça fait plaisir d'avoir autant de gens. On a aussi Thierry Legault. Thierry Legault, si vous ne le connaissez pas, il est exceptionnel. Il y a un sous-chapitre entier sur lui. Un petit Frenchie qui est particulièrement talentueux. Je crois que même le sous-chapitre s'appelle un Frenchie talentueux. Voilà, donc c'est très cool. Le livre, j'en suis très fier. La mise en page, c'est pas moi. Moi, j'ai fait que la sélection et le traitement des photos. Mais la mise en page en elle-même, qui est absolument magnifique, c'est un travail de Hachette. Et je suis très content du résultat. Également, on peut parler des dédicaces. Alors, je sais que les dédicaces, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Genre, quand est-ce que tu viens à Metz pour faire des dédicaces? Quand est-ce que tu viens à Châlons en Champagne pour faire des dédicaces? Je suis très nord-est là. Ou même à Annecy. Hein. Je suis à Annecy, je pourrais faire des dédicaces à la Fnac ou Cultura de Annecy. C'est clair que c'est un truc auquel je pense, bien sûr. Mais en fait, on m'a expliqué que ça marche pas comme ça. On m'a expliqué que ça marche pas comme ça, surtout pour un auteur qui en est à son premier livre, et qui donc est à peu près inconnu dans le monde de l'édition et pour les libraires. En fait, c'est vous qui devez demander. Vous devez aller voir votre libraire, ou votre chef de rayon, si c'est un grand distributeur, genre Fnac, Cultura, etc. Vous devez aller les voir et leur dire « Hey, je voudrais bien que Vincent il vienne signer le livre chez vous, quoi. Est-ce que ce serait possible d'organiser ?» Après, eux, ils décident. Ils contactent l'éditeur, donc Hachette, qui ensuite me fait venir chez vous. Donc si vous voulez que je vienne à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, à machin, n'hésitez pas. Allez voir votre libraire ou votre chef de rayon et demandez-lui. Et je pense qu'à force de plusieurs demandes,
Ils me feront venir, alors, j'imagine. En tout cas, pour les conventions, en tout cas, j'essaye d'amener des exemplaires. Là, je sors du hashtag Festival à Bourg-en-Bresse, où j'ai pu faire quelques dédicaces. Et c'était un pur plaisir de vous rencontrer. La majorité d'entre vous avaient le livre ou l'ont acheté, donc c'est génial. Et je suis trop content des premiers retours que j'ai, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, sur la qualité du livre. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait pour la qualité, je l'ai pas fait pour l'argent. Parce que si j'avais fait pour l'argent, bordel, j'aurais pas fait un livre en fait, parce que c'est pas ça qui rapporte le plus. Quoique, on va en reparler après. Mais en vrai, voilà, je suis très content des retours et très content aussi des retours de Jean-François Clairvoy qui l'a trouvé trop bien. Les retours de Balade Mentale qui l'a bien mis en avant. Et aussi Nota Bene qui grâce à lui, ce livre existe grâce à lui, Nota Bene qui m'a dit que c'était un très très bon livre. Voilà. On va terminer ces sujets introductifs, même si ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. On va parler de Starliner et Boeing. Aïe 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 aïe, quel gros dossier celui-là aussi. Ça pourrait faire un podcast en lui-même, Starliner et Boeing, mais en fait ça fera plutôt l'objet d'une vidéo plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je peux pas me permettre d'improviser comme je le fais là. C'est vraiment des trucs qui demandent beaucoup de recherche, mais je voulais quand même faire un petit encart sur le Starliner et le Boeing. Alors Starliner, bon, on a eu le lancement en mai 2022, les astronautes sont arrivés à bord de l'ISS, donc Butch Wilmore et Sunita Williams, et puis tout de suite les médias se sont emballés dès qu'il y a eu quelques problèmes de fuite d'hélium, et je voudrais quand même rétablir une vérité à propos de ça. Alors je sais qu'on va me traiter de pro-Boeing parce que j'ai défendu Boeing sur certains points, et c'est assez rigolo de me dire « Ah, t'es payé par Boeing, t'es pro-Boeing, etc. » machin, quand à côté, en fait, pendant que je faisais les vidéos par rapport à Boeing, concrètement, je faisais des sponsors pour Airbus. Donc si vous voulez, le pro-Boeing, il est bizarre quand même dans cette histoire. Et du coup, ce Starliner, il est resté sur l'ISS pendant un bon moment, et en fait, il est rentré à vide. Et là, on a eu un titrage des journaux pendant toute la durée où le Starliner est resté sur l'ISS, et même encore maintenant, sur le fait que Sunita Williams et Butch Wilmore sont bloqués ou coincés sur l'ISS. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup essayé de démentir, même en donnant une source de la NASA qui, dans sa FAQ, ils avaient fait une FAQ spéciale sur cette histoire. Dans leur FAQ à la NASA, il était écrit spécifiquement « Est-ce que les astronautes sont coincés sur l'ISS ?» Il y avait marqué « Non, ils ne sont pas coincés ». Et actuellement, ils ne sont pas coincés. Et ils n'ont jamais été dans une situation où ils étaient coincés sur l'ISS. C'est complètement faux. C'est un emballement médiatique comme on en a connu, et on en connaît encore, dès qu'un avion Boeing qui a 40 ans a un pneu qui éclate, où on dit « Oh là là, regardez, on continue la série noire sur Boeing ». Et ça, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir si vous voulez. Et c'est fatigant parce que ça révèle une sorte d'emballement médiatique pour vendre un peu plus, et en fait, le putaclic est devenu une vérité aujourd'hui. Là où on a une ère de la post-vérité en politique notamment, etc., on a aussi le putaclic qui est pris maintenant au premier de la lettre. C'est-à-dire qu'un titre putaclic va être pris comme si c'était vraiment un fait. Et non, les astronautes n'ont jamais été coincés, à aucun moment. À aucun moment. Ils auraient pu rentrer sur Starliner, mais pourquoi prendre le risque de rentrer sur Starliner si le Starliner a un souci ? Mais ils auraient pu. S'il y avait eu une urgence, s'il y avait eu un feu sur l'ISS, c'était le Starliner qui était encore leur vaisseau pour rentrer. Mais la NASA a voulu jouer la sécurité, ils ont eu raison. Dans leur passé, la NASA, ils n'ont pas toujours joué la sécurité, là ils pouvaient, ils ont foncé à jouer la sécurité, et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Eh ben, les astronautes Butch Wilmore et Sunita Williams, qui étaient au courant que s'il y avait un souci, ils resteraient sur l'ISS, ils attendraient un Crew Dragon, parce que c'est le boulot qui fait ça, parce que ils ont été formés pour ça, et ils étaient au courant que ça pouvait arriver. Et ils sont là-haut, et ils rentreront avec Crew 9, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a jamais eu de folie, il n'y a jamais eu de situation où ils ont été en danger, à aucun moment, mais l'emballement médiatique fait que maintenant, on a retenu les astronautes étaient coincés sur l'ISS, ou les astronautes sont toujours coincés sur l'ISS.
Et vraiment, ça révèle un gros problème dans le traitement de l'information, mais pas que du spatial, hein, en général. Et je trouve que c'est pas bon pour la suite, quelle qu'elle soit. Et en parlant de Starliner, vous allez voir pourquoi, foreshadowing, on va parler d'aldostérone. Alors, aldostérone, c'est un dossier. C'est un gros dossier, un énorme dossier. Il a fait 6 vidéos sur Apollo, où il dit oui, Apollo n'est jamais arrivé, voilà pourquoi. Et il explique pourquoi, pendant 6 vidéos, chacune entre 30 minutes et 1 heure quand même, où en fait, il nous fait une défense Chewbacca. On reviendra sur la défense Chewbacca tout à l'heure. Et il nous a surpris complètement, cet été, en sortant un livre. Un livre qui s'appelle « On n'a jamais marché sur la Lune, l'imposture Apollo ». Jusque-là, rien d'étonnant pour un créateur complotiste. Là où c'est étonnant pour un créateur complotiste, c'est qu'il a d'autres chaînes YouTube. Et il a notamment une chaîne YouTube sur l'aviation, où il fait majoritairement du rapport d'enquête sur les crashs. Alors, aldostérone, on me l'a souvent vendu avec le temps. Dans les commentaires, on me disait « Hey, t'as parlé de ce crash, tu sais, aldostérone aussi, il a fait une vidéo dessus, etc. » Et donc j'allais voir. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait quelques soucis. Je sais que aldostérone est très suivi par les pilotes, et il est très suivi par des ingénieurs, par des gens comme ça. Et des fois, on en fait une figure d'autorité en mode « Parce qu'il est suivi par des pilotes, parce qu'il est suivi par des ingénieurs, il n'y a pas de souci, ça veut dire que son contenu est bon. » Alors, sachez que moi, je suis suivi par des pilotes, je suis suivi par des gens qui travaillent à Airbus, je suis suivi par des gens qui travaillent un peu partout dans l'industrie aérospatiale, et j'ai déjà fait des vidéos qui étaient full conneries. Pas volontairement, mais ça m'est arrivé. La vidéo, par exemple, alors c'était sur le X-32, je crois, l'avion qui sourit tout le temps, j'ai dit full merde dedans, parce qu'en fait, je m'étais basé sur une source qui était extrêmement mauvaise. Un livre qui était très très mauvais. Et du coup, ça a donné un livre, enfin, plutôt une vidéo complètement nulle. Complètement ratée, avec plein d'erreurs, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, mais je n'ai eu personne qui m'a corrigé. Pourtant, je suis suivi par des ingénieurs, pourtant, je suis suivi par des pilotes. Personne ne m'a corrigé. Comme quoi, vous pouvez être pilote, vous pouvez être ingénieur, et vous pouvez tomber sur une vidéo qui vous raconte full connerie, et le prendre pour argent comptant, même si vous êtes pilote ou ingénieur. C'est pas un gage de qualité pour le youtubeur d'être suivi par des gens qui sont des professionnels de l'industrie. Vraiment. Alors, oui, il a pu faire des vidéos qui sont très bonnes en termes d'analyse. Ça, je dis pas. Si c'est un avion qui a un accident à cause du givrage ou des trucs comme ça, je dis pas. Dans l'aspect technique des crashs, je dis pas. Mais dès qu'on touche à l'aspect humain, il y a un problème avec aldostérone dans ses analyses. Je vous donne un exemple. J'ai fait une vidéo récemment, c'était il y a 1 an, sur D.B. Cooper. D.B. Cooper, c'est un grand mystère à la fois de l'aérien mais aussi des crimes. Et si vous voulez avoir toute l'histoire, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir ma vidéo. Ou celle de Mr. Shonks aussi. Mr. Shonks, qui est un ami, on avait fait la vidéo plus ou moins ensemble, et il a fait une vidéo de son côté, un peu complémentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir l'une et l'autre, des vidéos. Ça a été une longue enquête, parce que c'est encore un mystère, donc il y a plein de points d'interrogation, c'est comme le MH370, pardon, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur D.B. Cooper. À commencer par son identité, évidemment, et de ce qu'il est devenu, de ce qu'est devenu l'argent, etc. Il y a plein de choses il y a plein de points d'interrogation autour de cette histoire. Pour autant, est-ce qu'on peut dire tout et n'importe quoi? Pas forcément. Évidemment, il y a une histoire de rasoir d'Occam, bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'on a certains éléments qui permettent d'exclure certaines hypothèses. Mais le problème, c'est si vous regardez la vidéo d'aldostérone, c'est pas bon. Parce que lui, il conclut avec une hypothèse à lui, mais que beaucoup ont relayé sous mes vidéos parce que aldostérone leur avait donné cette idée et qu'elle semblait novatrice dans le sens
tiens, personne n'y avait pensé avant, peut-être même pas le FBI, c'est l'équipage a fait le coup. Sauf que ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. C'est impossible. Au vu des éléments matériels qu'on a, c'est impossible. Je vous donne un exemple. On a des gens qui ont vu D.B. Cooper et qui ont témoigné et qui ont donné son nom à l'aéroport pendant que le truc était en cours. Par exemple, le mec qui distribuait les billets, qui a vendu le billet à D.B. Cooper, a pu le décrire physiquement et donner son nom. Avant même que l'avion ait atterri. Hein. C'était déjà, le FBI était déjà sur le coup. Et première chose, voilà, tac. Ensuite, on a des éléments d'ADN, on a des passagers qui l'ont vu, etc. Donc, comment ça peut tenir cette histoire ? Bah, ça peut pas tenir. Ça peut juste pas tenir. Et je doute pas que Aldosterone a fait ses recherches. Je doute pas qu'il fait des recherches et qu'il a sûrement des bonnes sources, qu'il ne donne pas dans la description, il donne jamais ses sources. C'est peut-être un des problèmes aussi. Mais du coup, comment ça peut être possible, ce qu'il dit, s'il s'est renseigné, s'il a fait ses recherches ? Peut-être qu'il y a un biais personnel à vouloir trouver une théorie personnelle qui serait tellement novatrice qu'on le prendrait pour un génie qu'il n'est pas. Désolé dans l'attaque personnelle, hein, c'est pas mon but avec ce podcast. J'ai pas le but d'utiliser ce podcast pour attaquer des gens. C'est vraiment pas mon but. Je soulève juste des points qui me semblent importants dans le contexte. Aussi, il y a quelques mois, il a sorti une vidéo sur l'accident de Challenger. Alors, il avait déjà sorti avant une vidéo sur l'accident de Columbia, qui était un absolu désastre. Et il racontait absolument n'importe quoi dedans. Challenger, eh ben pareil, sans parler de l'aspect humain encore une fois. C'est-à-dire qu'il ramène ça à Reagan, comme si Reagan avait donné des ordres à la hâte à la NASA de lancer la navette en avance. Enfin, il rajoute des éléments, en fait, dans un contexte très réel. C'est peut-être pour ça aussi que la confusion est difficile à comprendre si on n'est pas déjà au courant de toute l'affaire. Parce que c'est quand on est au courant de toute l'affaire qu'on arrive à comprendre ce qu'Aldosterone dit de faux. Parce que c'est tellement insidieux, je ne sais pas s'il le fait volontairement ou pas, mais c'est tellement insidieux qu'en fait, on dirait que le narratif, il est parfait. Et bien sûr, on m'a critiqué mon éloquence. Quand j'ai critiqué Aldosterone, on m'a dit « Oui, mais toi, tu parles pas aussi bien que lui. » Oui, très bien, je parle pas très bien forcément, je suis pas doué en communication, j'ai pas fait des études de communication, j'ai pas pris des cours d'éloquence ou quoi que ce soit. En revanche, tout ce que je dis est sourcé, et il y a une rigueur de travail qui fait que quand je dis de la merde, c'est parce que je me suis trompé. Ce n'est pas volontaire, et j'essaye au mieux de faire une introspection pour essayer d'éliminer les biais que je pourrais avoir. Évidemment qu'il y a une histoire de politique autour de Challenger, mais ce n'est pas une raison pour en faire un élément central, parce que ce n'est pas un élément central, en fait, au final. Et le point de vue d'Aldosterone, là-dessus, est faux. Et il dit beaucoup de choses fausses. Alors, il y a aussi la forme qui pose problème, dans le sens où, vu qu'il n'a pas de script, ça aide pas. Mais dans la forme, il y a aussi un autre problème, c'est le manque de considération pour les victimes, à chaque fois. Quelle que soit la vidéo de Aldosterone, vous verrez qu'il n'y a aucune compassion pour les victimes. Aucune sobriété dans les propos, aucune... Les victimes, en fait, n'ont pas d'existence, n'ont pas de valeur, on dirait, à sa manière de parler. Je prends un exemple. Dans la vidéo Challenger, il dit avec le sourire dès le début de la vidéo qu'il va y avoir des veuves, on va parler de veuves et d'orphelins, mais avec le sourire, en fait. Et je trouve ça particulièrement... Je sais pas comment trouver un objectif sans être insultant, mais moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, le sort des victimes. Je pense que c'est quelque chose qui est crucial pour comprendre des accidents, qui est crucial pour comprendre des conflits, qui est crucial pour parler de politique, de parler des gens qui souffrent, en fait. C'est important. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour lui, ça n'a aucune valeur. Quand il parle de fusées qui pourraient 11 septembrer une ville, je trouve que... Enfin, je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, en fait. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec le milieu complotiste, en fait. Parce qu'on nous dit, oui,
machin, le 11 septembre, c'est un complot. Les avions n'ont jamais existé, par exemple, pour le Pentagone. C'est ce que lui, il dit. Hein. Il dit que le Pentagone, l'attaque sur le Pentagone pendant le 11 septembre, ce n'est pas un avion qui a tapé le Pentagone, mais un missile. Alors, il présente ça comme sa thèse que lui a mis en place, etc. Bon, il reprend ça de loose change, hein, et de la plupart des trucs du 11 septembre. Mais, mec, tu fais des trucs sur les crashs aériens. Pourquoi tu l'as pas mis sur ta vidéo, sur ta chaîne aviation ? Tu parles d'Apollo. C'est de la science, c'est de l'aérospatiale. Pourquoi tu mets pas ça sur ta chaîne aviation ? Pourquoi tu ne parles pas de ces histoires complotistes que tu as l'air de croire dur comme fer au point de faire un livre ? Pourquoi tu les mets pas sur ta chaîne YouTube d'aviation ? Est-ce que tu aurais peur, peut-être, de perdre en crédibilité sur ta chaîne aviation ? Je ne fais que poser des questions. Mais du coup, il y a une ignorance totale de la valeur de la vie pour les victimes. Parce que s'il n'y a pas eu d'avion dans le Pentagone, ça veut dire que les gens qui étaient dans l'avion, qui sont morts sur le vol qui a frappé le Pentagone, ces gens n'existaient pas. Leurs familles, qui pleurent encore leur mort chaque année depuis 23 ans maintenant, ces personnes sont des acteurs. Et là, on en revient à la plupart des problèmes complotistes avec la valeur des vies, c'est qu'on a très souvent même des tueries aux États-Unis, et que certaines tueries ont fait l'objet de théories complotistes, et qu'on a vu des QAnon ou autres complotistes aller traiter face à face, hein, et aller traiter, insulter les familles des victimes en disant vous êtes des acteurs, vous êtes des menteurs, à leur envoyer des menaces de mort. Je ne comprends pas, je ne comprends pas du tout comment on peut ignorer la valeur de la vie des gens. Et vous avez le droit de croire que le 11 septembre était un complot. Moi-même, je l'ai cru il y a quelques années encore quand j'étais jeune. Donc il y a beaucoup d'années de ça. Je croyais dans la théorie du complot du 11 septembre. Totalement. Totalement. Mais vous ne pouvez pas ignorer la souffrance des victimes. Et Aldostérone ignore la souffrance des victimes. Pour lui, ça n'a aucune valeur. Ça n'est pas à prendre en compte. Alors évidemment, on va me dire, ouais, là, tu utilises le pathos. Non, j'utilise pas le pathos. Justement, je mets en valeur le fait que lui ignore n'a aucune empathie en fait pour les victimes. Et c'est grave. Enfin, moi, je trouve ça grave. Après, vous, peut-être pas, mais moi, je trouve ça grave. Mais bon, peu importe. Toute cette digression, en fait, était pour revenir à la rigueur de travail de Aldostérone et du fait qu'en fait, il va utiliser, sur les parties humaines notamment, il va utiliser ses propres convictions, ses propres biais au profit d'un narratif que lui s'est bâti dans sa tête. Et le narratif qui s'est bâti dans sa tête, souvent, il tape à côté. Alors, dans la majorité de l'histoire, évidemment, là je parle de ces crashs aériens, dans la majorité de l'histoire, il est bon. Dans le sens où, oui, si t'as lu le rapport du BEA 2 heures avant d'enregistrer dans ta voiture, ouais, t'as retenu les grandes lignes, t'es bon, il n'y a pas de souci, t'as même peut-être pris des notes pour certains chiffrages, ou même t'es très bon pour retenir les chiffres, moi c'est pas mon cas, mais bon, lui c'est peut-être le cas, pareil pour les dates. Mais, du coup, quand tu lis un rapport c'est dénué de narratif. Un rapport du BEA, je suis désolé, c'est chiant. C'est super intéressant, mais c'est chiant si tu le lis à voix haute. Et lui, il n'est pas là pour lire des rapports à voix haute, c'est pas le but, en fait, c'est pas le boulot. Et mon boulot et son boulot aussi, c'est notre boulot, on a le même boulot là-dessus, c'est de raconter une histoire. Et le problème, c'est que lui va bâtir son narratif de tête basé sur le rapport. Donc du coup, les éléments du rapport vont être corrects, mais le narratif et le cheminement va être bancal en fait, et surtout des fois il va y avoir des trous, et au lieu de dire qu'il y a des trous dans cet endroit-là, lui il va remplir ce trou avec autre chose. Et moi je trouve que c'est un souci. Personnellement je trouve que c'est un souci. Voilà. Bref, encore une fois on n'est pas dans l'attaque personnelle, vous êtes tout à fait libre de regarder Aldostérone et de ne pas regarder ma chaîne, il n'y a pas de souci là-dessus. Le but c'est pas de vous décourager de regarder Aldostérone, moi je vous explique ce que j'ai analysé de son contenu. Voilà, de ce que j'ai analysé de son contenu. Et le but n'est pas non plus de le discréditer pour mettre en valeur ma chaîne, voilà, parce que ça aussi on me l'a dit.
Non, absolument pas, parce que déjà, on fait pas du tout le même contenu. Moi, je fais quasiment pas ou très peu de crash aérien. Et puis, surtout, c'est pas mon but de dénigrer les autres. Enfin, je veux dire, le nombre de chaînes que j'ai aidées au fil des années, y compris aérospatiales, que j'ai essayé d'aider en amenant des gens, en amenant des viewers, en essayant de trouver des feats à faire, etc., ils ne se comptent plus. Donc, du coup, non, c'est pas non plus le cas. Mais bon, il y aura toujours des attaques personnelles sur ma part pour défendre Aldo, si vous voulez. Et donc, il a fait 6 vidéos Apollo, je les ai toutes vues plusieurs fois, pour être sûr de comprendre son narratif, et aussi comprendre d'où viennent ces informations. Et puis après, j'ai lu le livre qui est sorti cet été. J'ai eu accès à ce livre, je ne l'ai pas acheté, heureusement, mais j'ai eu accès à ce livre. Oh boy. Alors, déjà pour rétablir les faits, parce que j'ai vu, suite à l'article du Parisien qui est sorti hier ou avant-hier, j'ai vu des réactions, il disait « Ouais, regardez, ce livre est publié par Amazon. » Alors non, il n'est pas publié par Amazon. En fait, Amazon propose, avec sa plateforme, que vous auto-éditiez votre livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éditeur à part vous. Vous mettez un PDF que vous envoyez à Amazon KDP, là, et c'est un truc automatique, il n'y a pas quelqu'un derrière qui va valider ou pas valider. Tant que vous restez dans les conditions d'utilisation qui sont ne pas faire un livre néo-nazi, ne pas... ce que vous voulez. Là, ça rentre dans les lignes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de censurer le contenu d'Aldostérone. Et bien du coup, voilà, tu fous le PDF, tu fais vite fait la mise en page, tu dis le prix que tu veux, et Amazon s'occupe de l'impression et de l'envoi. Voilà. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que si tu es nul en graphisme, ta mise en page est toute pourrie, que tu n'as personne pour te relire, et ça on le voit avec Aldostérone, il n'y a personne qui l'a relu parce que c'est bourré de fautes, mais aussi, c'est un avantage énorme, c'est le pourcentage que vous gagnez. Quand vous êtes auto-édité, vu qu'il n'y a pas d'autres, on va dire, tierces parties à part Amazon et vous, qu'il n'y a personne à payer, genre relecteur, qu'il n'y a pas de graphiste à payer, etc., et ben ça chiffre très vite. C'est-à-dire que vous avez une part qui est énorme, alors je ne sais plus les pourcentages exacts, mais c'est dans les 30%, peut-être même plus, par exemplaire vendu. À défaut, dans l'édition, bon, ça dépend si vous êtes un gros auteur ou pas, mais les auteurs en général, dans l'édition, on va dire normale, classique, c'est dans les 5-10%. Donc forcément, là, il y a un appât du gain énorme, surtout que vous n'avez pas à gérer les envois. Vous pouvez faire traduire automatiquement par Amazon votre livre dans toutes les langues que vous voulez. Et puis, vous avez Amazon comme plateforme. C'est génial, Amazon comme plateforme, parce que vous pouvez envoyer en Belgique, vous pouvez envoyer en Suisse, vous pouvez envoyer où vous voulez, sans avoir à utiliser la moindre imprimante, ou imprimeur, ou payer la moindre personne, en fait. C'est Amazon qui prend juste une com sur la vente. C'est génial. Donc, partant de là, pour Aldo, c'est l'Eldoraldo, du coup. Désolé, j'improvise un peu, celle-là. C'est l'Eldoraldo. Il dit qu'il en a vendu quelques milliers. Il est premier en astronomie depuis plusieurs mois. Et ça représente beaucoup plus que quelques milliers. Donc on peut aisément se dire qu'il s'est fait beaucoup d'argent. Alors, c'est pas un mal de se faire beaucoup d'argent. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, ça me dérange pas qu'il se fasse beaucoup d'argent. Je suis pas jaloux par rapport à ça, heureusement, parce que sinon, si je voulais me faire de l'argent dans l'édition, je ferais sûrement des bouquins comme les siens, et pas comme le mien, du coup. Et je passerais par l'auto-édition, et puis je mettrais un truc généré par ChatGPT, on va en reparler. Mais ouais, voilà, je vous expose quand même la réalité des choses, de comment ça se passe, pour revenir un petit peu dans la contextualisation de la chose. Maintenant qu'on a parlé un peu de l'édition, de la publication, parlons de ce qu'il y a dedans, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. C'est quand même de lire le livre. Alors évidemment, je ne peux pas vous lire des passages de ce livre, pour des raisons de droit d'auteur absolument évidentes, mais je peux vous commenter quelques passages qui sont intéressants. On a notamment un passage où il parle de la fameuse conférence de presse d'Apollo 11, une fois qu'ils sont rentrés sur Terre, chose qu'on voit déjà dans American Moon et dans la plupart des autres documentaires depuis 10-20 ans. Cette fameuse conférence de presse, qui dure à peu près, de mémoire, entre une demi-heure et 1 heure, quelque chose comme ça,
où donc on a toute la presse dans une salle, on a l'équipage d'Apollo 11 qui est à un pupitre, et puis du coup les journalistes posent leurs questions comme ça à tour de rôle à chacun des astronautes. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand machin, etc. Et lui invente carrément un fait, et invente carrément une citation. Alors, je sais plus si c'est Aldrin ou Armstrong, mais je pense que c'est Armstrong, ou si vous avez le podcast à l'image, vous aurez cet extrait, où il invente un passage, où il fait dire quelque chose à un astronaute qu'il n'a jamais dit, qu'il n'a jamais pensé, qu'il n'a jamais avoué à quiconque. Il invente un passage. Alors, évidemment, il n'y a pas de source, parce que son bouquin ne contient aucune source ni aucune bibliographie. Il n'y a rien. Ne cherchez pas de source, ne cherchez pas de livre sur lequel il serait basé, d'où tient ses travaux. Non, il n'y a rien. Par contre, je peux vous dire, parce que j'en suis certain, parce que j'ai fait des recherches et qu'il n'y a rien, il n'y a aucun passage où cet astronaute-là a dit ce qui a marqué dans son livre. C'est une pure invention. Il vous prend pour des cons. Ça, je peux le dire du coup, il vous prend pour des cons. Deuxième point intéressant dans son livre, c'est que la majorité des arguments qu'il présente, il les présente comme, il dit tout le temps des trucs comme cet argument, cette preuve que j'ai découvert. Il s'attribue des choses, des arguments, des faits parfois inventés. Il se les attribue alors qu'en fait on les connaît déjà. Nous qui nous intéressons au sujet, on les connaît déjà. On les connaît pas en tant que faits avérés, preuves avérées qu'on n'est jamais allé sur la Lune. On les connaît parce qu'on les a déjà vus. On les a déjà vus dans tous les documentaires, y compris American Moon de Massimo Mazzucco, qui date quand même de peut-être 2018 ou 2019, ça a 5 ans maintenant, ou même des arguments qui ont 20 ans, des arguments qui ont 30 ans, qui datent de Bill Kaysing, qui datent des années 80-90. Ouais. C'est pas nouveau, c'est pas lui qui les a inventés. Vraiment, j'ai regardé le bouquin, je l'ai étudié de long en large, il n'y a aucun argument qu'il donne qui est nouveau. Tout ce que vous avez dans le livre a déjà été vu dans absolument tous les documentaires Apollo qui existent. Et il n'y a rien que je vois qui est nouveau depuis plus de, on va dire, 5-10 ans. Voilà. Mais il les présente comme ses arguments à lui, ses preuves à lui, que lui a découvertes. Et ça, c'est particulièrement malhonnête. On peut prendre l'exemple justement de la conférence des astronautes, où ils font la gueule, chose qu'on a débunké mais des dizaines de fois, cette histoire de conférence, où ils font la gueule, comme s'ils n'étaient pas heureux d'être revenus de la Lune, ils devraient être souriants au lieu de faire la gueule, machin. Oh, les gars, ils ont passé 2 semaines dans un truc en quarantaine, dès qu'ils sont revenus de la Lune, ils n'ont pas revu leur famille depuis des semaines. Les mecs, ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Ça fait des semaines qui sont que tous les 3 et avec quelques personnes qui viennent les voir de temps en temps. Mais sinon, soit c'est derrière une vitre, soit c'est des gens qui sont spécialement, on va dire, stérilisés pour pouvoir entrer dans la salle de confinement, de quarantaine. Donc, si vous voulez, ouais, on peut comprendre qu'ils sont un peu saoulés. Et puis, il y a aussi le fait que des conférences de presse, ils en donnent depuis un moment, même derrière des vitres. Donc, ils sont saoulés d'avoir toujours les mêmes questions, genre « Ah ouais, c'était comment d'être sur la Lune ?» Et puis, également, il faut se rappeler que les mecs, après ça, et ils le savaient, après ça, ils allaient passer un jour dans chaque pays à faire une tournée mondiale. À voir tous les chefs d'État, tous les dignitaires, tous les machins et tout. Évidemment qu'ils font la gueule. Et encore, ils font pas tant la gueule que ça. Ils font plein de blagues pendant toute la conférence. Et en fait, ils font la gueule juste en attendant les questions. Donc évidemment, quand toi, tu es en conférence de presse, que tu sais que tu vas rester 1 heure face à des questions qui vont être assénées, bah quand tu attends une question, tu vas pas rester comme ça. J'espère que vous avez screené, pour ceux qui ont l'image. Mais tu vas pas rester comme ça. Évidemment, tu vas tu vas écouter la question, donc tu vas être comme ça, tu vas être sérieux. Voilà. Bah voilà. Vous avez vu le temps que ça m'a pris pour débunker ça, et lui en fait un chapitre entier. Il fait un chapitre entier là-dessus, où il invente des citations, etc.
Mais cet argument, il a 20, il a 30 ans, il a même 40 ans. On l'a vu, cet argument. C'est bon. Pas besoin de le répéter, pas besoin de dire que tu l'as trouvé, surtout. Surtout pas besoin de dire que tu l'as trouvé, ça va. Hein. Ça va, on n'avait pas besoin de ça non plus. Hein. Et puis, un autre exemple, allez, j'en balance un, c'est gratos, celui du bois pétrifié. Comme quoi, on aurait offert, l'équipage d'Apollo 11 aurait offert une roche aux Pays-Bas, sauf que cette roche, après étude, s'est avérée être du bois pétrifié. Non, Apollo 11 n'a jamais offert la moindre roche aux Pays-Bas. Voilà, on s'arrête là. Il n'y a aucune roche lunaire aux Pays-Bas. Il y a un fragment extrêmement petit de roche lunaire aux Pays-Bas. Mais pas une roche entière. Et cette histoire de bois pétrifié n'a rien à voir avec l'équipage d'Apollo 11 qui n'a jamais offert la moindre pierre de cette taille à un pays européen. Ça a toujours été quelques grammes. Sauf que la roche qu'on voit dans le chapitre d'aldostérone, c'est évidemment une histoire qui n'a rien à voir avec les astronautes et qui est en fait juste des mecs qui ont mal compris. Et c'était après 69, bien après 69. C'est une histoire extrêmement longue à débunker, ça me prendrait une demi-heure de vous réexpliquer l'histoire, mais ça se trouve, je ferai une vidéo dédiée à cette histoire, parce qu'en vrai, elle est rigolote. Mais c'est faux. Et ça, Aldo, il le sait que c'est faux. Parce qu'il y a plus d'articles qui débunkent cette histoire que d'articles qui la relaient. Tellement les gens se sont vite rendus compte que c'était du bullshit. Pourquoi Aldo en fait un chapitre ? Alors qu'il le sait très bien. C'est qui les pigeons ? C'est qui les moutons dans cette histoire ? Et enfin, on a l'arme favorite d'aldostérone, j'ai nommé la défense Chewbacca. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la défense Chewbacca ou vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, je vous invite à voir l'épisode... Alors c'était un épisode de South Park, mais je ne me souviens plus lequel. On va faire un cut, je vais vous dire lequel. Alors c'est dans l'épisode Chef Ed de South Park. Vous avez donc Johnny Cochran qui était l'avocat de O.J. Simpson. Donc le personnage de Johnny Cochran, qui pour embrouiller les jurés, parce que les jurés sont convaincus d'un truc et que Johnny Cochran veut les convaincre d'autre chose, de complètement l'inverse, va leur faire la défense Chewbacca. Et donc au lieu de leur parler du sujet, va leur parler d'un truc complètement qui n'a absolument aucun rapport. Mais ça passe. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est South Park, forcément que ça passe, etc. C'est de l'humour, on prend le pas au premier degré. Non. La défense Chewbacca, vous pouvez voir, il y a un article Wikipédia sur le sujet. La défense Chewbacca est quelque chose qui existe, qui est utilisé. C'est-à-dire que pour défendre votre point de vue, vous allez parler d'un truc qui n'a absolument aucun rapport, mais qui valide votre idée. Alors ça, vous pouvez le voir sur la dernière vidéo d'aldostérone sur Apollo, qui est la réponse aux Parisiens, je sais pas quoi, où en fait il passe les 3/4 de sa vidéo, et je n'exagère pas, les 3/4 de sa vidéo, à complètement parler d'autre chose. Il parle des fioles américaines balancées aux Nations Unies par Colin Powell pour envahir l'Irak. Il parle d'histoires du Covid. Il parle de tout plein d'histoires de mensonges. Il parle du Starliner aussi, en disant « Ouais, mais regardez, entre Apollo 11 et Apollo 12, il y a eu quelques mois, alors que là, le Boeing Starliner, il a un souci, les astronautes, ils doivent attendre jusqu'à février 2025. » Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Les deux histoires ne sont pas liées du tout. Le Boeing Starliner, non. Enfin, les astronautes, si vous voulez rentrer maintenant, on pourrait leur envoyer une capsule maintenant. Hein. Ils auraient pu rentrer bien plus vite que ça, en fait. Il n'y a pas une situation de sauvetage, en fait. Enfin bref, vous comprenez bien qu'en fait, là, ils vous embrouillent. Il vous embrouille parce qu'il n'a aucun argument et qu'en fait, il veut décrédibiliser, entre guillemets, la version officielle pour vous montrer que les gens mentent. Mais on sait que les gens mentent. Qui ne ment pas dans sa vie ? Moi, je vous ai menti pendant des années, par exemple, en faisant croire que je vivais à la Croix-Rousse, quand je vivais à Lyon. Je faisais croire que je vivais à la Croix-Rousse, mais en fait, je vivais à Vaux-en-Velin-Villeurbanne. Pourquoi ? Tout simplement pour être plus difficile à trouver, pour pas être doxé. Parce que le doxing, c'est quelque chose d'assez vénère. Surtout quand on critique SpaceX. Bref. Du coup, voilà.
On ment tout le temps. Évidemment qu'on ment tout le temps. Si je vous demande comment ça va, plein d'entre vous vont dire « Ah oui, ça va ». C'est un mensonge si vous n'allez pas bien. Mais vous dites « ça va », vous n'avez pas envie de dire « Ah bah non, ça va pas, aujourd'hui, machin, aujourd'hui j'ai eu ça, et puis aujourd'hui j'ai eu ça ». En général, quand on nous demande comment ça va, on dit « Ouais, ça va, et toi ?» Voilà. C'est un mensonge, je suis désolé. Tout le monde ment, bien sûr que tout le monde ment. Il n'y a pas de souci avec ça, je suis complètement d'accord. Bien sûr qu'il y a eu des complots, bien sûr que la fiole d'anthrax, je crois que c'était de l'anthrax avec Colin Powell, bien sûr que c'est une dinguerie. C'est un mensonge éhonté du gouvernement américain, de Colin Powell en particulier, mais je crois que c'était quelqu'un qui lui avait demandé. Je sais plus si c'était Dick Cheney, je crois que c'était pas Dick Cheney qui lui avait demandé. Enfin bref. Bien sûr, évidemment qu'il y a des mensonges, évidemment que les gouvernements vous racontent des dingueries. Enfin, je veux dire, on l'a bien vu avec le Covid, avec les masques, etc. Bien sûr. Mais en quoi ça a un rapport avec quoi que ce soit? Parce qu'on pourrait utiliser ça pour dire tout le monde nous ment, on pourrait utiliser ça pour absolument n'importe quel sujet, en fait. Parce que si les Américains nous ont menti avec la fiole de Colin Powell, si les Français nous ont menti, le gouvernement français nous a menti avec les masques, bah, grosso modo, oui, ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit sceptique avec tout. Et c'est ce que dit Aldostérone dans sa vidéo. Ça me fait mal à la tête de me dire que le gars se prend pour un zététicien à la mort moelle-neu. C'est ouf. Oui, bien sûr qu'on a le droit de douter. Bien sûr qu'il faut se poser des questions, évidemment. Mais sauf que derrière, il faut faire le vrai travail. Il ne faut pas se contenter de rester sur ses a priori, rester sur ses acquis. Mais c'est un travail perpétuel qu'il faut faire. Moi, je dis pas que les astronautes sont allés sur la Lune parce que j'y crois. Je le dis parce que je le sais. Voilà, c'était pas un bug, hein, c'était juste moi qui est bugué intérieurement et qui voulait faire un peu d'emphase. Mais oui, je le sais. Je le sais, pas vis-à-vis de croyances ou de choses auxquelles je crois aveuglément, mais parce que j'ai fait des recherches. Mais des vraies recherches. Je me suis pas contenté d'aller sur Google, de regarder une image du module lunaire et dire « Oh là là, ça ressemble à du carton-pâte ». Comme le font la majorité des complotistes lunaires. Je les vois passer. Hein. Je les vois passer. Je sais très bien quels sont leurs arguments. Je pourrais écrire un personnage de complotiste d'Apollo pour une fiction, tellement je sais comment il fonctionne. Mais Aldo fonctionne pareil. Aldo n'a pas découvert de nouvelles données qui prouveraient qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Et sa défense Chewbacca ne tient pas. Je crois que c'est un sophisme, ça s'appelle l'empoisonnement du puits, mais je suis pas sûr que ce soit ce sophisme-là qui soit appliqué ici. Mais ça n'a aucune valeur. Alors pour en revenir un peu au livre, hein, quand même, parce que là j'ai digressé comme un fou. Bah quoique pas tant que ça. Hein. J'étais pas non plus sur une défense Chewbacca, mais j'ai repéré aussi 2-3 trucs, parce que y a des tournures de phrases qui me semblaient étranges, suspectes. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que monsieur avait fait de la traduction littérale d'articles. C'est-à-dire que dès qu'il rentre dans le technique, genre pour expliquer des molécules ou comment fonctionne un truc de façon chimique, la chimie des pierres par exemple, qui au passage est complètement foirée dans sa tête, bah là, c'est des copier-coller. Des copier-coller de sites internet. Genre il a tapé le nom de la molécule, machin, et il a copié-collé le paragraphe. En le traduisant. Parce qu'il est malin, il n'a pas chopé des articles en français. Il y a notamment beaucoup d'articles en allemand qui ont été traduits automatiquement. Et ça se voit parce que des fois, il y a des mots qui n'ont pas été traduits. Donc du coup, d'un coup, vous vous retrouvez à une phrase française et puis ça finit par Entschuldigung. Enfin, ça finit pas par Entschuldigung, mais vous m'avez compris. Allemand LV1, hein. Vous levez la main si je vous vois pas, mais ça ressemble beaucoup, et je dis bien beaucoup, à du LLM. Ça ressemble beaucoup à du ChatGPT ou de l'IA. Ça pue particulièrement l'IA sur les phases un peu techniques ou les phases où il faut faire un long narratif et pour replacer des contextes, en gros. Dès qu'on n'est plus dans l'opinion, ça ressemble beaucoup à l'IA. Et ça se voit en fait parce qu'on voit qu'entre deux phrases, des fois, bah, tu vois que lui a rajouté des trucs en fait. On aurait dit que lui a rajouté des trucs. Alors, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. C'est juste
une suspicion de ma part, je présume ça, basé sur ce que je lis, mais c'est très mauvais. C'est très très mauvais dans tous les cas. Donc voilà, si vous vouliez que je fasse une review de son livre, voilà où on en est. Si on en est dans ces vidéos c'est à l'image de son livre. Hein. Vraiment, si vous avez vu les 6 vidéos sur Apollo qu'il a faites, sur sa chaîne principale, sa chaîne très complot, là, bah vous avez tout vu. Vous n'avez pas besoin du livre. Hein. Le livre n'ajoute rien. Si vous avez vu American Moon, vous n'avez pas besoin de lire le livre d'Aldostérone. Parce que le livre d'Aldostérone n'ajoute rien. Et pourtant, Aldostérone est un best-seller en astronomie. C'est un best-seller en grands enjeux sur Amazon. Alors, il est que sur Amazon. Hein. Donc, c'est aussi ça qui fait que ça booste les ventes. C'est que moi, par exemple, mon livre est beaucoup moins... très en dessous, en fait, dans la catégorie astronomie sur Amazon. Mais parce que mon livre est aussi acheté à la Fnac, à De Citre, à Cultura, etc. Il n'est pas que sur Amazon. Donc, forcément, le rang est plus bas parce que lui ne vend que sur Amazon vu que c'est auto-édité. Mais il est best-seller. Il est devant Thomas Pesquet, il est devant Jamy. Il est Prums depuis plusieurs mois. Et pour être Prums depuis plusieurs mois, il faut vraiment, vraiment avoir beaucoup vendu. Et on en revient à l'auto-édition avec la petite part, enfin même la grosse part que Amazon vous reverse quand vous êtes auto-édité. On en revient à ça. C'est une masse de fric. Mais il a le droit. Il a le droit. Moi, j'aurais tout à fait le droit. Je ne serais pas interdit de vente si je faisais exactement la même chose que lui, en vous disant que la navette spatiale Challenger a été détruite par un drone, ou faire un livre sur le fait que la navette Columbia, quand elle est rentrée dans l'atmosphère, parce qu'il y avait un Israélien à bord, c'est les Palestiniens qui l'ont abattu. Oui, il y a eu cette théorie du complot à un moment. Je ne l'invente pas. Hein. Il y a vraiment cette théorie du complot qui a existé. C'est dinguerie. Vraiment une dinguerie. Mais si je faisais ça, si je faisais comme Aldostérone, à dire que Apollo n'existe pas, à dire que Challenger a été abattu, ou qu'il n'y avait personne à bord, ou qu'il y avait personne à bord de Columbia, ce genre de théorie très sale, est-ce que je pourrais me regarder dans le miroir ? La réponse est non. Je pourrais pas me regarder dans le miroir. Vous savez pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, derrière les complots, il y a des vies humaines. Apollo 1, c'était 3 astronautes, c'était 3 humains qui avaient des familles, qui ont des familles, qui sont toujours en vie. Il y a la famille de Gus Grissom, j'ai eu l'occasion de la croiser. Ils sont toujours en vie et ils commémorent chaque année la mort de Gus Grissom. Ces gens existent. Ces gens voient ce qu'on fait. Ces gens voient nos productions. Quand j'ai fait ma vidéo sur l'accident de la F-45-90, donc le Concorde, l'accident du Concorde, j'ai des familles de victimes qui sont venues dans les commentaires. Des vrais, hein, pas des gens qui se prenaient pour les familles. Non, des vraies familles de victimes. Je reçois des mails de gens qui font partie, qui ont vécu des choses dont je parle dans mes vidéos. C'est assez rare parce que je traite rarement de trucs français, mais oui, j'ai des gens qui témoignent. Ces gens existent, ils ont un vécu, ils ont une importance. Ils ont une importance non seulement pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour la façon dont on a de le traiter. Sans avoir besoin de rentrer dans le pathos, il faut juste prendre en compte que ces gens existent. Quand vous dites que Challenger ou Columbia, il n'y avait personne à bord, que c'est la NASA qui a inventé ces accidents, entre guillemets, et que ces astronautes sont toujours en vie. Ça, vous avez dû le voir. En tout cas, moi, je l'ai vu beaucoup dans les commentaires d'Aldostérone. Cette fameuse vidéo qui est complètement fake, trop mal faite, etc. Des Allemands là qui disent oui, alors lui, on l'a retrouvé, voilà son numéro de téléphone, voilà son mail. C'est taré. Mais vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur les familles des victimes, sur les collègues des victimes? Moi, j'ai croisé des gens et j'ai beaucoup discuté avec des gens, notamment des astronautes, qui ont perdu des amis sur Challenger, sur Columbia, qui ont participé à la recherche de débris au Texas, notamment.
est-ce que vous prenez en compte, pour ceux qui croient ça, alors je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui écoutent ce podcast, mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence de penser ça et les conséquences sur la vraie vie? Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un Marvel. Challenger, j'en parle un petit peu dans mon documentaire sur Challenger, mais la récupération des corps, c'était atroce. C'était absolument atroce. Notamment pour Greg Jarvis. Allez voir mon documentaire si vous voulez. Mais c'est important. Vous avez des gens qui ont travaillé pendant des semaines en mer pour récupérer les corps. Vous avez des Texans qui ont vu des morceaux de corps tomber dans leur jardin pour Columbia. Comment vous pouvez dire que ces gens n'existent pas? Comment Aldostérone peut allègrement chier sur le programme Apollo alors que des gens sont morts dans ce programme? Pas que Apollo 1, hein. On a eu des astronautes qui sont morts pendant l'entraînement en T-38, notamment. Beaucoup. Clifton Williams et d'autres gens. Ils sont pas morts parce qu'ils allaient parler, hein. Ils sont pas morts parce qu'ils allaient parler. C'est n'importe quoi, cette histoire. Les histoires des lanceurs d'alerte qui se font buter, ça, c'est vraiment le niveau zéro du complotisme. Mais ces gens-là sont morts. Ces gens-là, la NASA commémore leur décès chaque année, lors du Memorial Day, et on voit les familles de ces gens. Et les familles de ces gens ne disent pas « La NASA, vous avez tué mon mari, vous avez tué mon père ». Non. Ce qu'ils disent à la NASA, c'est « Heureusement que vous avez continué. Heureusement que vous avez persévéré. Heureusement que de ces accidents, vous avez appris des choses pour que ça ne se reproduise pas et que le programme Apollo soit un succès qu'on connaît aujourd'hui. » Voilà pourquoi les vies humaines sont importantes, en fait, et que Aldostérone s'en tamponne le coquillard. Et ça, c'est vraiment la chose qui me touche le plus. Parce qu'il parle d'accident aérien, quand même. On parle de quelque chose qui... un accident aérien, 90% du temps, c'est personne qui survit, quoi. Sauf ce qu'on appelle des miracles, hein. Le miracle sur l'Hudson, etc. Mais... vous parlez d'accident aérien, c'est souvent glauque. Et il faut prendre en compte, bien sûr, les victimes. Donc voilà, Aldo, si tu écoutes ce podcast, désolé d'avoir plombé un peu l'ambiance, mais voilà, si tu écoutes ce podcast, Aldo, bonjour, bravo pour ton compte en banque, félicitations. Et puis, ne continue pas ce que tu fais. Vraiment, je le dis sincèrement, ne continue pas ce que tu fais. Pas pour mon intérêt personnel, mais parce que en fait, c'est honteux. C'est une vraie honte, en fait. Bref, on va repartir sur des bonnes vibes. Voilà. On va finir en bonnes vibes, parce que là, honnêtement, ça va pas. Parler de ça m'a touché un petit peu, je vais pas vous le cacher. D'ailleurs, on félicite l'article du Parisien. Hein. L'article du Parisien qui veut faire un article debunk, mais le réserve aux abonnés. Donc, super. C'est nickel pour le grand public, parce qu'ils entendent parler d'aldostérone, ils voient pas l'article, ils font quoi? Ils cherchent aldostérone, ils tombent sur lui, et ils se font gourouter. Ce qui explique notamment que rien qu'aujourd'hui, Aldostérone a un pic à 37 000 vues par rapport à d'habitude. Donc il a fait 37 000 vues. Vous avez offert 37 000 vues à Aldostérone, rien qu'aujourd'hui. On verra plus tard pour les abonnements. Mais je pense que là aussi, vous avez fait une très belle promotion, le Parisien. Bravo à vous. Excellent. Et je terminerai quand même sur ce chapitre en disant que c'est à vous, on a parlé aussi, et que je vous mets cet extrait parce qu'il est absolument exceptionnel. Tout en haut des votes, par exemple, catégorie grands enjeux sur le leader américain, qui commence par la lettre A, se trouve un livre « On n'a jamais marché sur la Lune », qui est un tissu d'ânerie. Même si, encore une fois, il n'apporte absolument rien. Puisque, au final, Aldostérone, ça lui fait juste de la pub, et il en est très content. Voilà, sachez-le. Et sa communauté en est très contente aussi. Hein. C'est-à-dire que personne n'a besoin de le défendre, en fait. Ils ont juste à dire « regardez... les médias de l'establishment, genre France 5, qui est
une télévision publique, écoutez, nous, on n'a pas à vous répondre. Vous êtes le gouvernement, vous êtes les officiels, vous êtes l'establishment, vous êtes les élites. Partant de là, hop, éliminé. Bravo. Vous renforcez les gens dans leurs croyances, vous n'apportez rien, vous ne faites aucun débunkage parce que votre article est réservé aux abonnés. Bravo. Vraiment. Top, hein. Top. Bon, je vous ai dit que je finirais sur une good vibes. Kibo va bien. Voilà, on fait le petit point Kibo. Kibo va super bien. Il est vraiment à fond en ce moment. Et puis, prochaine vidéo, on parlera des aéroports, enfin d'un aéroport particulièrement. On va parler de l'aéroport de Bron et de son histoire. Donc l'aéroport à côté de Lyon, qui avant l'aéroport Saint-Exupéry était l'aéroport officiel de Lyon, qui a été établi en 1910 et qui est lentement en train de perdre son histoire, puisque son histoire est en train d'être lentement bulldozérée par ses très chers amis de Vinci Aéroport, ou, si vous préférez, Lyon Aéroport. Et on va pas trop leur taper dessus, parce que c'est pas non plus le but dans la vidéo. On va les mentionner un tout petit peu quand même. Mais voilà, si vous avez la même sensibilité que moi envers soit les vies humaines, soit les destructions matérielles de patrimoine, ça risque de vous faire un peu mal. Voilà. Mais bon, il faut bien. L'histoire de Bron, elle est super intéressante. Et puis en plus de ça, j'espère quand même que ma vidéo fera un petit peu bouger les choses, notamment sur l'aspect politique, que le maire de Bron ou les collectivités se bougent un peu, parce que là, on est en train de perdre des trésors, vraiment. Et voilà, ce sera la prochaine vidéo. Je ne sais pas pour quand. Elle est déjà écrite. J'ai plus qu'à monter à Lyon pour la tourner. Et puis après, voilà, après le temps de montage, voilà, ça va arriver vite, je pense. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez me suivre maintenant sur Twitch. Je suis partenaire Twitch, donc vous pouvez me suivre sur Twitch. C'est Stardust Air Espace, tout attaché. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. TikTok dont je n'ai pas l'adresse, mais si vous tapez Stardust Air Espace, vous allez sûrement me trouver. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est Stardust Air Espace aussi. Donc voilà, pour des vidéos courtes. Et puis, il y a aussi des shorts qui arrivent aussi sur YouTube dans pas longtemps. Voilà, j'espère que ce premier podcast qui n'a toujours pas de nom vous aura plu. Si vous l'avez écouté en entier, cool. Si vous êtes endormi, j'espère que je vous réveillerai pas à la fin de cette vidéo. Et puis, des bisous à vous. Salut.